Et je vais donner la parole maintenant à Yves Balmer, qui est également musicologue et qui nous fera aussi part de quelques éléments musicaux, je crois. Donc, mais la technique s'assure de tout ça. Merci Francisco. Et Yves est professeur au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Il est professeur d'analyse musicale et membre également de l'Institut de recherche en musicologie du CNRS. Et il est actuellement directeur ou rédacteur en chef de la Revue de musicologie, qui est la principale revue française dans la discipline. Ses travaux portent principalement sur la musique en France au XXe siècle et notamment sur Olivier Messiaen. Il a publié en 2017 avec Thomas Lacote et Christopher Brent Murray un monumental ouvrage qui s'intitule « Le modèle et l'invention, Messiaen et la technique de l'emprunt ». Et il a également dirigé avec Hervé Lacombe les 2 volumes qui ont été consacrés par la Revue de musicologie à 100 ans de musicologie en France, une radiographie de son histoire intellectuelle de cette revue importante. Je lui passe la parole tout de suite. Je commencerai mon exposé en remerciant chaleureusement Pierre-Michel Minger de son invitation à présenter le résultat de mes travaux personnels et collectifs sur Olivier Messiaen, l'un des compositeurs clés de la musique européenne savante écrite au XXe siècle. Ma présentation se fonde sur l'enquête de presque 10 années que j'ai menée avec mes collègues Thomas Lacote et Christopher Brent Murray et qui a donné lieu à la fin de 2017 à la parution de cet ouvrage « Le modèle et l'invention, Olivier Messiaen et la technique de l'emprunt ». Notre recherche révèle et démontre qu'Olivier Messiaen compose à partir d'une technique sophistiquée que nous avons dénommée technique de l'emprunt. L'origine d'une part majeure de son matériau musical se trouve en effet dans un corpus large et éclectique, du passé comme de son présent, de la musique écrite occidentale à de multiples traditions populaires, dans lequel il puise des extraits, tant mélodiques qu'harmoniques ou rythmiques, qu'il déforme par différents truchements. Cette technique, dont il n'a jamais parlé, surplombe l'ensemble de l'outillage compositionnel que Messiaen a présenté et théorisé dans ses écrits, comme par exemple les modes à transposition limitée ou les valeurs rythmiques ajoutées. Si ces éléments théoriques définissent auditivement son langage et sont pour le public des marqueurs qui permettent de singulariser la production d'Olivier Messiaen, Messiaen ne les utilise pas pour eux-mêmes, mais en ce qu'ils sont des prismes déformants permettant de transformer ces emprunts et de les unifier dans un ensemble cohérent. Notre recherche relève principalement de l'analyse du processus de création, d'une critique génétique de la composition, même si elle fut très majoritairement menée en l'absence d'esquisses. Notre livre a en effet été publié avant l'entrée à la Bibliothèque nationale de France des archives Messiaen en 2016, un fonds gigantesque de 150 mètres linéaires, conservant pour la grande majorité des œuvres un dossier génétique complet, ainsi que de multiples supports théoriques inconnus et inattendus, qui confirment toutes les hypothèses formulées dans notre ouvrage. Mon propos fera appel aujourd'hui autant aux conclusions de notre livre qu'à l'analyse de sources nouvellement disponibles. Ma communication propose de restituer quelques étapes du cheminement créatif d'Olivier Messiaen selon une perspective chronologique orientée vers l'achèvement de l'œuvre. Plutôt qu'une focalisation sur la chronologie d'une seule composition, ma réflexion propose une généralisation à l'échelle de l'œuvre du compositeur, explicitant les grandes articulations de ses stratégies compositionnelles. Mon objectif est de présenter dans un premier temps les mécanismes de la collecte d'emprunts, puis de montrer concrètement la fabrication de formules précompositionnelles, et enfin de réfléchir à la manière dont l'interaction de ces matériaux par des procédés de montage démultiplie notre conscience des questionnements du compositeur en train de créer. Je propose de commencer par le commentaire de 2 textes de nature différente qui permettent de saisir la pratique de Messiaen au moment de commencer une œuvre. Ces agendas personnels présentent de multiples projets de composition, verbalisés comme celui-ci. En 1984, par exemple, il rédige le projet suivant sous le titre « Le vitrail de l'Assomption » qui forme la première idée de ce qu'il deviendra un vitrail et des oiseaux. Ce projet illustre une pratique qu'il était impossible de comprendre avant la formulation de la clé de compréhension qu'est la technique de l'emprunt. On lit en effet que Messiaen se note de, je cite, « voir Jeanne Aubuchet d'Onegger ».
et pour l'écriture des 3 pianos de, je cite, « voir sonates de piano et percussions de Bartók, les concertos de Mozart, les études de Chopin et Debussy, la 2e sonate de Boulez ». Que signifie cette action de voir? Quelles sont les conséquences pour un compositeur d'avoir vu? Parle-t-on de timbre, d'écriture instrumentale, de langage, d'orchestration, ou moins concrètement d'une inspiration plus diffuse, d'un catalyseur pour l'invention? Difficile d'imaginer quelles pouvaient être les pratiques de Messiaen et corollaires pour le musicologue. Comment inclure cette information dans son enquête analytique? Comment postuler des actions de compositeurs ayant effet sur l'œuvre et les prendre en compte dans notre approche? Une lettre de Messiaen évoquant un projet d'œuvre interpelle également par la chronologie de la composition qu'elle présente, mais offre une clé. Je pourrais vous écrire une œuvre pour piano et grand orchestre. Il faut me donner une année pour accumuler les matériaux, écrire la musique, orchestrer et copier la partition d'orchestre à l'encre. Ces 2 textes précédant le chantier de la composition montrent que Messiaen adosse sa création à un répertoire musical varié. Il se note de regarder des œuvres précises, regard qui est à comprendre comme prélèvement selon ce qu'il écrit dans la lettre. Messiaen a besoin, comme il écrit, d'accumuler les matériaux au sein d'une chronologie où cette activité est séparée de l'écriture de la musique. Ce travail d'accumulation de matériaux en vue de la composition d'une œuvre s'observe dans les carnets de travail de Messiaen. Dans cet exemple, extrait de son cahier dit beige, figure un regroupement de multiples fragments, tous relativement brefs, séparés par des doubles barres. Ces fragments sont mélodiques, harmoniques ou rythmiques, surmontés des noms de compositeurs auxquels ils sont directement empruntés. Ici, Ravel, Grieg, Fayat, Prokofiev, Roussel. Toute sa vie, Messiaen va amasser et accumuler du matériau préparatoire. Il porte ces matériaux dans ses esquisses, d'une part, mais également dans des carnets de travail ou dans ce qu'il appelle des dictionnaires, qui forment des lieux de collecte déliés d'un projet spécifique de composition. Ici, un petit dictionnaire mélodique, petit dictionnaire harmonique. Il crée ce faisant du matériau d'atelier, du matériau prêt à composer, dans lequel puiser au moment de mettre en chantier une future œuvre. Ces dictionnaires existent pour chacun des paramètres. Ils présentent des listes de formules, le terme est de Messiaen, et sont principalement classés par compositeur, puis par œuvre. Ici, vous voyez à droite, par exemple, des extraits harmoniques issus de la symphonie de psaume de Stravinsky, et au-dessous, une autre œuvre de Stravinsky, Nos. Ces formules constituent une échelle particulièrement pertinente pour penser la question de l'individualité de la création et de l'originalité de l'artiste. En effet, ce que l'on observe à travers la constitution de formules et leur transformation, puis leur usage, c'est un travail de définition de soi. Messiaen construit son originalité par un arrimage à ce qui existait avant, comme s'il se trouvait dans les autres. Le rapport de Messiaen aux œuvres, s'il peut être passionnément admiratif, n'est ni muséal ni pétrifié. Il ne fait ni acte de conservation, ni n'enferme les œuvres dans leur passé. Sa relation, au contraire, est créatrice et féconde, car fondée sur l'action et non sur la révérence. L'emprunt est ponction, prélèvement qui détache une matière de son contexte d'origine et la prive de la cohérence qu'elle possédait dans l'œuvre source. L'emprunt suppose que quelque chose est sécable de l'œuvre et qu'une transplantation est possible. Si l'œuvre extraordinaire ne peut être refaite, au risque de l'imitation épigonale ou du pastiche ironique, l'emprunt permet d'en garder quelque chose. De fait, l'emprunt se détache des codes, articulations et grammaire de sa source. Le prélèvement est à la fois transgression du système d'origine et réinvention du matériau. En ce sens, il est exemplaire de la manière dont un compositeur peut négocier les forces contradictoires qui régissent l'invention, selon l'énoncé de Pierre-Michel Mingard dans son 2e cours cette année. Un lieu où se conjuguent 2 forces, celle du principe d'originalité d'une part, et celle des forces qui restreignent et encadrent l'invention du nouveau. La réponse de Messiaen est de réinventer en prélevant directement dans l'existant. Le corpus de ces emprunts est vaste, mais circonscrit aux œuvres que le compositeur aimait et qu'en conséquence il a souvent analysé pour ses étudiants au Conservatoire de Paris. Alors que certains corpus l'accompagneront toute sa vie, Mozart ou Debussy par exemple, qu'il ne cessera de lire et relire toute sa vie,
Il renouvellera et réactualisera le vivier de ses contemporains dans lesquels collecter et empruntera constamment à ce qu'il considère comme la musique la plus avancée de son époque. Dans le deuxième temps de mon propos, je voudrais poser la question suivante. Comment Messiaen construit-il concrètement ces formules à partir d'emprunts ? Nombre de paramètres complexes entrent en jeu, bien entendu, mais on peut relever quelques constantes. L'observation d'un grand corpus de formules montre que les hauteurs, les notes musicales de la formule sont quasiment systématiquement à la même hauteur absolue que l'œuvre source. Messiaen ne transpose donc jamais, ou presque jamais, l'emprunt. D'autre part, les prélèvements dans la musique du XXe siècle, et ce fait à ses contemporains les plus proches, ne sont quasiment jamais transformés. Voici un premier exemple. Nous voyons ici une formule prélevée dans les 5 incantations pour flûte de Jolivet. Sans transformation de hauteur, cet emprunt est intégré dans le langage d'Olivier Messiaen. La formule initiale, on va l'entendre, est suffisamment chromatique pour supporter le transfert et pour supporter que la transplantation chez Messiaen, à l'identique, ne pose aucun problème de cohérence du langage ou ne produise une disruption auditive. Alors qu'il s'agit d'une œuvre pour flûte seule chez Jolivet, parée d'un rythme singulier et incluse dans un mouvement de répétition amplificatrice typique du Jolivet incantatoire, cette formule mélodique s'incarne dans de multiples textures chez Messiaen, où le rythme et l'harmonie offrent un nouveau contexte et une nouvelle cohérence à ce matériau. Alors, écoutons l'extrait chez Jolivet dans sa version longue. Voici la formule. Et voici la manière dont Messiaen s'en empare. C'est exactement les mêmes notes, mais voici un nouveau rythme, une nouvelle texture musicale, un chœur et des paroles. Je remets Jolivet. Voilà, c'est exactement la même chose. Pour les répertoires plus éloignés de lui au plan du langage musical, Messiaen transforme ses emprunts par les caractéristiques de son propre langage pour les constituer en formules prêtes à composer. Les étapes de ces opérations de transformation sont de multiples natures, parfois aussi simples qu'un changement drastique de tempo, parfois tellement complexes qu'elles sont impossibles à tracer. Ces procédures sont en tout cas rarement conservées, même dans ces esquisses, à l'exception de quelques exemples, dont celui que j'ai trouvé pour la présente communication. À droite figure le prélèvement non transformé. Il s'agit de la première mesure du premier mouvement de Mamerlois de Ravel, que je vous propose d'écouter. Il est ici. La procédure d'invention menant à la formule suit 3 étapes. Mais si on commence par prélever les hauteurs en supprimant le rythme et la ligne de contrepoint. Le prélèvement est une opération d'abstraction où seules les hauteurs sont conservées. Il propose ensuite une interversion, puis une procédure de déformation des intervalles. Écoutons cela. Là, il reprend la formule de Ravel. Puis, interversion. Et déformation par un de ces modes. Et voici sa formule. Une fois la formule obtenue, il peut l'intégrer dans une de ses œuvres, ici avec un texte, c'est une mélodie extraite des poèmes pour mi, une harmonisation et un nouveau rythme. Écoutez ceci.
Ces deux exemples montrent toute la pertinence de cette échelle d'observation pour penser la créativité du compositeur. Dans l'invention de chaque formule se sédimentent nombre de questions, à commencer par le choix de l'œuvre où puiser, le choix des bornes de prélèvement, le choix des outils et des techniques éventuelles de transformation, un monde de questionnements qui échappait aux musicologues jusqu'alors. Dans ma troisième partie, je me demanderai comment composer avec l'emprunt. Si de nombreux chemins compositionnels conduisant de l'emprunt à la composition étaient imaginables, la technique de l'emprunt va se cristalliser en une pratique principale que l'on peut désigner par le terme de montage, c'est-à-dire une étape de composition où les emprunts constitués, ainsi que d'autres blocs de matériaux issus de l'atelier personnel du compositeur, sont choisis et agencés pour former l'œuvre. Analyser les procédures de composition de Messiaen conduit ainsi à penser le montage des emprunts, à étudier comment le compositeur assemble, superpose, soude, coud ces éléments précomposés et comment, le cas échéant, il les transforme de nouveau pour les besoins d'une œuvre spécifique. Le montage offre en effet la possibilité de préserver l'identité des formules empruntées, tout autant qu'il aura à gérer leur hétérogénéité. L'analyse du montage offre des perspectives riches pour penser à nouveau la créativité à une autre étape, tant les questions sont multiples et interagissent entre elles. L'identification des éléments empruntés et précomposés dans la partition permet d'analyser la distance entre leur état originel et leur devenir dans l'œuvre. La partition est alors comprise comme le résultat d'un ensemble de choix et d'actions que l'analyse peut déplier et dont elle peut tenter de reconstituer une part de la logique. Pour changer d'échelle et construire des unités plus vastes, comme des thèmes, Messiaen pratique le rapprochement et le montage d'emprunts. Plusieurs techniques sont à l'œuvre. On peut par exemple observer des esquisses qui constituent un véritable jeu de pistes labyrinthique. Voilà, pardon. Excusez-moi. Voilà l'image. Un véritable jeu de pistes labyrinthique. Par exemple, dans les feuillets préparatoires du dernier mouvement de son oratorio monumental, La Transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ de 1969, les blocs de matériaux sont disposés sur la page sans que leur placement n'implique une logique d'enchaînement. Celle-ci est fixée par une symbolisation en lettres et chiffres et donne lieu à de nombreuses éditations lisibles sous la forme de ratures et gommages avant que ne soit fixé l'ordre définitif. Dans cet autre document, on voit ici Messiaen construire une mélodie. Il commence son travail par juxtaposer une liste de, ce que l'on voit en haut, je le cite, une liste de formules mélodiques hindoues. Celles-ci proviennent d'une collecte qu'il a effectuée dans l'encyclopédie et dictionnaire du Conservatoire de Lavignac. Une source très importante de matériaux lointains pour Messiaen. Le prélèvement s'opère dans diverses parties de ce volume. La première, le prélèvement deux cellules de la Jati Shahadi, c'est le titre de la mélodie que l'on voit en haut à gauche, constitue le début de cet enchaînement de formules mélodiques proposées par Messiaen. 4 lignes au-dessous, en rouge, cette collecte juxtaposée donne lieu à un montage que le compositeur fait précéder de la mention « Mélodie complète Messiaen ». En déformant quelques intervalles, en ajoutant une cellule rythmique à chacun d'eux, Messiaen renforce l'unité qu'il avait déjà commencé à créer par ses choix de prélèvement. Cette mélodie deviendra la mélodie principale de « L'ange au parfum » que je vous propose d'écouter. L'étude de telles mélodies nous invite à voir le composite derrière ce qui apparaît comme cohérent et homogène, et à penser finement l'action de jointure et d'articulation qui lui a donné naissance. Je reviens à l'archive précédente en lisant le bas de la page cette fois-ci.
Messiaen se note faire cette mélodie à la pédale, faire pour cette mélodie à la pédale une harmonisation note pour note sur formule Ravel, surtout celle qui a un X. La suite de l'œuvre, nous en faisons la démonstration dans notre livre, est en effet harmonisée par des emprunts harmoniques à Ravel, mais aussi à Debussy. L'analyse précise des œuvres de Messiaen, via notre prisme de lecture, montre ce faisant que le montage, la réunion d'éléments préexistants, ne se résume pas à un simple collage. Le compositeur porte une attention particulière au tissage, souvent complexe de leur agencement, mais surtout fait entrer ces différents éléments en relation. Ici, une mélodie fondée sur de la déformation de thèmes hindous avec des harmonies prélevées chez Ravel. Les emprunts ne font pas que cohabiter, ils peuvent aussi interagir, non seulement dans leur disposition chronologique, mais aussi dans leur superposition ou dans la refonte de paramètres précédemment dissociés. Il est ainsi nécessaire de penser le croisement et l'hybridation des emprunts entre eux, qui amène à penser l'invention dans ces procédures d'ajustement, de torsion des matériaux, rendues nécessaires par leur coprésence. Comme un jeu de poupées russes, la pratique du montage et les pratiques qu'il charrie sont présentes à de multiples échelles. C'est principalement par le montage que Messiaen s'achemine vers l'achèvement de son texte. La forme d'un mouvement consiste pour Messiaen en une juxtaposition de sections précomposées. Penser et édifier la forme consiste pour lui à imaginer une chronologie pour des séquences cloisonnées dont nombre d'entre elles sont préexistantes car issues d'emprunts. Un exemple de cela se trouve dans le dossier d'esquisse pour les Visions de la Maine pour 2 pianos de 1943. Le plan initial pour le premier mouvement, Amène de la création, se présente comme une juxtaposition que l'on saisit au travers de la numérotation des différentes sections, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, différents moments numérotés, de l'usage de connecteurs chronologiques, Messiaen note ici, ensuite thème B, ensuite, puis, etc., au début de chacun des moments de ce mouvement. Messiaen convoque du matériau précomposé, on le voit ici, il renvoie au thème B, qui est le thème à la Mozart du traité. Un thème donc qui est un emprunt à Mozart, classé dans un ouvrage préparatoire et déjà composé dans une autre tonalité, puisqu'il note ici de le jouer en La majeur. Cette logique du montage intervient enfin dans l'assemblage final, celui menant à la constitution d'un cycle entier. Messiaen, qui compose souvent de vastes fresques composées de multiples mouvements, hésite très fréquemment au moment de constituer l'organisation définitive d'un cycle, à la fois sur l'ordre des mouvements, mais également sur leur nombre. Je prends ici comme dernier exemple l'une de ses compositions les plus célèbres, le Quatuor pour la fin du temps. On lit sur cette page les hésitations du compositeur au moment d'organiser les différents mouvements. Il note un premier ordre qui commence par Abîme des oiseaux, qui n'est pas ce par quoi il commencera, etc. Puis on voit qu'il y a une numérotation qui a été gommée à plusieurs reprises avant de réussir à trouver l'ordre définitif. Là encore, la procédure de montage est manifeste. Jusqu'au moment où il est d'accord avec lui-même et sa volonté, il imprime sa volonté en notant « ordre adopté », l'ordre définitif a été trouvé. Messiaen doute beaucoup alors d'achever son œuvre. Ses esquisses nous donnent à l'observer sans que toutefois on soit en mesure d'en connaître les raisons, de sorte que ce travail fait émerger de nombreuses nouvelles énigmes. J'en viens à ma conclusion dans laquelle je reviendrai sur les 2 points de focalisation qui ont traversé cette présentation. La formule d'une part et le montage de l'autre part. Alors que je me suis attaché à présenter leur fonctionnement en termes de technique compositionnelle, au ras du sol, je ne voudrais pas clore mon étude sans présenter leur potentiel esthétique et herméneutique. Si j'ai insisté sur la production de matériaux prêts à composer, il faut aussi souligner qu'Olivier Messiaen peut engager une collecte de matériaux au cours de la réalisation d'un projet, alors qu'il est en train de composer. Par exemple, dans cette esquisse des 20 regards sur l'enfant Jésus, Messiaen note « faire un grand développement en fanfare
très passionné et modulant, avec variation de rythme sur le thème. Et ici, lire la fin du Crépuscule des dieux de Wagner. C'est ici le projet esthétique et l'effet qu'il recherche qui fondent Messiaen à aller regarder Wagner et, on l'a compris, à y puiser du matériau. On observe ici que Messiaen crée, à travers la formule, un lien intertextuel tout à fait évident. Il veut un effet précis dans sa propre musique et va pour ce faire puiser dans l'histoire de la musique à une œuvre qui se rapproche de l'effet qu'il vise. Tout un pan d'interprétation de l'usage des formules est ainsi à penser au regard du sens qu'elles portent dans leur œuvre d'origine. Nous avons développé largement cet aspect intertextuel délicat dans notre livre. Loin de se cantonner à l'identification de matériaux et de procédures de composition, l'analyse à l'échelle de la formule permet de penser le processus de constitution du sens de l'œuvre. L'interprétation herméneutique qui en découle peut, à la faveur de la technique de l'emprunt, se penser dynamiquement et non plus seulement à partir de la partition. On peut ainsi penser l'intertextualité à son stade génétique. Cela est particulièrement fructueux et offre de nouvelles voies d'interprétation à la musique d'un Messiaen qui a scellé le sens de son œuvre par un paratexte extrêmement présent. Si le montage, quant à lui, est avant tout une procédure technique dont Messiaen n'a jamais parlé en tant que telle, on est fondé à se demander si ce compositeur éminemment catholique, dont toute l'œuvre ou presque évoque les mystères de la foi chrétienne, ne nous parle pas de ses procédures de composition lorsqu'il évoque dans ses écrits et à plusieurs reprises le modèle du vitrail. Il semble en effet que le vitrail tel qu'il est présenté dans la conférence de Notre-Dame de 1977 constitue un véritable modèle de pensée organisationnelle. Et qu'ont fait les maîtres verriers du Moyen-Âge ? Que se passe-t-il dans les vitraux de Bourges, dans les grandes verrières de Chartres, dans les rosaces de Notre-Dame de Paris et dans la merveilleuse, l'incomparable vitrerie de la Sainte-Chapelle ? Il y a d'abord une foule de personnages, grands et petits, qui nous racontent la vie du Christ, de la Sainte Vierge, des prophètes et des saints. C'est une sorte de catéchisme par l'image. Ce catéchisme est enfermé dans des cercles, des écus, des trèfles. Il obéit au symbolisme des couleurs. Il oppose, il superpose, il décore, il instruit avec 1000 intentions et 1000 détails. Or, de loin, sans jumelles, sans échelle, sans qu'aucun objet ne vienne au secours de notre œil défaillant, nous n'en voyons rien. Rien qu'un vitrail tout bleu, tout vert, tout violet. Nous ne comprenons pas, nous sommes éblouis. Le vitrail peut se lire comme une métaphore du montage, un modèle très concret dans son artisanat de composition. Messiaen crée des formules qu'il puise dans toute l'histoire de la musique et dans toutes les cultures. Ce sont les éléments du vitrail de sa musique. Il les monte tout ensemble dans son œuvre vitrail pour créer l'éblouissement. Le nouvel éclairage porté sur son œuvre vitrail par le saisissement de ses procédures nous permet de nous approcher de celui-ci et d'y voir les détails, les merveilles qu'il a choisies, comme avec les jumelles, les échelles qu'il évoque. Mais nous restons toujours éblouis, subjugués par l'inventivité de ces techniques et le mystère du message que Messiaen cherche à nous communiquer. Merci. Très bien, merci beaucoup. C'est un livre formidable qui m'avait beaucoup impressionné tout de suite. Oui, il y a des questions.